réunissons aujourd'hui sur le territoire traditionnel des Kanyankahak, gardiens de cette terre. En tant que communauté venue d'ailleurs, nous portons notre langue et nos récits, tout en honorant une histoire bien plus ancienne que la nôtre. Puissions-nous tisser ici des liens de respect, de partage et d'apprentissage mutuel. Je souhaite maintenant adresser mes plus sincères remerciements à nos panélistes qui ont accepté de partager leur savoir et leur expérience avec nous. Un merci tout particulier à Phivong Nguyen, qui nous rejoint depuis Saint-Boniface. Pas là. Bon. Oui, voilà, au Manitoba. Les semaines culturelles vietnamiennes qui débutent aujourd'hui soulignent cette année le 50e anniversaire de la fin de la guerre du Vietnam, qui fut aussi une guerre civile et le début d'une décennie marquée par le tragique exode de milliers de réfugiés au Canada et au Québec. Je suis née à Saigon. Je dis bien Saigon, un nom effacé des cartes du monde, mais qui continue de battre dans la mémoire de celles et ceux qui y ont vécu et l'ont aimé. Car, comme nous, les villes portent une appellation qui révèle leur identité, leur histoire, une mémoire que l'on ne peut effacer au gré des idéologies. Comme tant d'autres, dans des années qui suivirent, je suis arrivée à Montréal le 9 mai 1975, j'avais 13 ans. Si aujourd'hui, je marche devant vous pieds nus, ce n'est nullement par coquetterie. Selon une tradition bouddhiste, je me présente devant plus de 5 millions d'âmes errantes, victimes de cette tragédie. Mais 50 ans plus tard, il nous appartient de franchir un nouveau seuil. Après le temps du témoignage direct et de la douleur, ce passé qui nous fonde, vient le temps du présent, celui de l'enracinement, de la contribution et de l'action. Et de là s'ouvre le temps du futur, celui que nous voulons léguer aux générations à venir. Aujourd'hui, je ne vous invite pas à remonter le temps, ni à retrouver le passé, voire à le réinstaurer. Je vous convie plutôt à rejoindre la source, à comprendre le chemin que nous avons parcouru et à dessiner ce que sera l'avenir de nos enfants. Mais avant de commencer, j'invite M. Brian Bronfman, fondateur et président du Réseau pour la paix et l'harmonie sociale, à venir ouvrir et présider cette rencontre qui se tient dans le cadre des 11e Journées de la paix. Bonjour, hello, xin chào. Merci Kim, et je vais exprimer mes remerciements aussi à tous ceux et celles qui sont impliqués dans cet événement inaugural des Semaines culturelles vietnamiennes 2025. C'est un grand privilège d'avoir été choisi comme président d'honneur pour cet événement qui est tellement riche en contenu et réflexion. L'événement d'aujourd'hui, comme Kim a mentionné, est organisé dans le cadre des Journées de la paix 2025. Cette 11e édition de l'initiative organisée par le Réseau pour la paix et l'harmonie sociale est présentée sous une thématique qui sera reprise l'année prochaine grâce à son importance et sa pertinence. Bâtir l'avenir, s'unir pour la paix. Je tiens à souligner qu'il y a environ 110 organisations qui ont travaillé fort afin de mettre en place la programmation de cette initiative qui dure jusqu'au 2 octobre. Les 92 activités qui composent le programme des Journées de la paix, telles que celle-ci, prennent la forme de tables rondes, webinaires, expositions, ateliers, conférences, balados, trousses d'informations et événements interconfessionnels, artistiques et familiaux. Ils abordent des thèmes allant de l'interculturalisme au bien-être, en passant par l'équité et la non-violence. Dans un monde en crise où les divisions, les incertitudes et la haine nous déchirent et nous poussent à une certaine agression et une posture défensive, les 110 partenaires d'implantation contribuent à faire en sorte que les Montréalais soient d'autant plus enclins à s'approcher les uns des autres,
avec un cœur ouvert et une main tendue. En fait, ce sont l'action et l'unité autour des valeurs de la paix qui vont nous amener à l'avenir qu'on veut bâtir pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour l'humanité entière. Vis-à-vis les Journées de la paix, vous pouvez voir la programmation en visitant le site web journéedelapaix.com. C'est journée avec un S parce que c'est 12 jours, donc journéedelapaix.com. L'événement de cet après-midi souligne, comme a dit aussi, le 5e anniversaire, en effet, de l'arrivée des premiers réfugiés vietnamiens au Canada. Je dois dire que j'ai une place spéciale dans mon cœur pour le Vietnam, ayant fait un tour en vélo de 2 semaines dans les années 90. Et honnêtement, ça fut un des voyages préférés de ma vie, grâce à la beauté, le charme, la culture, la gentillesse et absolument la nourriture vietnamienne. Même en visitant My Lai, je me rappelle que l'histoire et l'horreur étaient racontées dans une manière douce, honnête, pleine de grâce et très puissante et émouvante. Je n'oublierai jamais ça. Depuis ce jour-là, avec mon intérêt augmenté envers tout ce qui est vietnamien, j'ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs Montréalais d'origine vietnamienne. Et avec chaque conversation, mon appréciation du peuple a continué d'augmenter, même que mon appréciation de la complexité de l'histoire. Finalement, on n'est pas seulement dans les Journées de la paix, on est aussi dans les journées les plus sacrées de l'année pour le judaïsme. À cause de ça, j'étais en synagogue mardi matin pour Rosh Hashanah, c'est la célébration de la nouvelle année juive. Et je suis toujours intéressé à ce qui est écrit dans les textes qui sont lus ou chantés durant le service. Et donc, j'ai trouvé celui-ci. Quand viendra la rédemption? Quand nous maîtriserons la violence qui envahit notre monde, quand nous considérerons les autres comme nous aimerions qu'ils nous considèrent, quand nous accorderons à chaque personne les droits que nous revendiquons pour nous-mêmes. Ces mots m'ont touché de beaucoup d'angles, incluant celui lié à la politique de division et aux conflits horrifiques qu'on expérience dans le monde à ce moment. Mais je trouve aussi que ces mots sont universels et touchent aussi à l'expérience vietnamienne telle que je la comprenne au moins. Ces mots me mènent à souhaiter à vous-même et à vos communautés des vies sans violence, pleines de bienveillance et ancrées dans l'équité, la justice et le respect. Merci, thank you, come on. Réfléchissons ensemble sur la notion d'hospitalité des nations, chère à Derrida, et sur les valeurs de coexistence, de justice et de responsabilité collective. Cette rencontre réunit 4 invités de renom. Christopher Gaucha, historien, spécialiste du Vietnam colonial et postcolonial. Phi Vong Nguyen, historienne spécialiste des migrations et des vagues d'exode. Patrice Broder, chercheur et penseur engagé sur les questions de dialogue et d'hospitalité. Neil Santamaria, directeur région Québec de la Fondation canadienne des relations raciales. Ensemble, ils croiseront leurs perspectives et exploreront la genèse des migrations, les trajectoires des réfugiés vietnamiens, les leçons que nous pouvons en tirer aujourd'hui pour réfléchir aux responsabilités collectives et imaginer les voies d'un vivre ensemble durable et en paix. Il y aura ensuite une pause de 15 minutes. Une petite précision logistique, dans l'auditorium, il n'est pas permis de servir de la nourriture ni de boissons autres que les bouteilles d'eau individuelles. Par conséquent, nous avons prévu une petite bouteille pour celles et ceux qui en auraient envie. Alors, n'hésitez pas à nous demander. Nous poursuivrons avec une table littéraire sous les thèmes « Ce que la guerre laisse en nous ». Animée par Thuy, Aurélie Nguyen, écrivaine et passeuse de mémoire et qui a remplacé à pied levé Rodney Saint-Éloi, absent pour des raisons personnelles. Elle réunira 3 auteurs d'ici, David Hommel,
Le vide sous mes pas, récit autobiographique de mémoire intime et citoyenne. Bertrand Gervais, La dernière guerre, méditation poétique sur les traces réelles et imaginaires de la guerre. Caroline Vaux, Boulevard Catinat, roman nourri par une mémoire héritée et réinventée. 3 regards singuliers pour affirmer que la littérature demeure un lieu de transmission, de dialogue et de réconciliation. Nous conclurons l'activité par une période de questions ouvertes à tous. Pour ouvrir cette table ronde, il me revient l'honneur de présenter nos 2 premiers intervenants. Je commencerai par Christopher Gauchat, qui nous proposera un éclairage sur le contexte historique des migrations vietnamiennes. Il sera suivi de Phi Vân Nguyen, spécialisé dans des trajectoires migratoires et les dynamiques communautaires vietnamiennes du XXe siècle. Après l'exposé de Phi Vân, Anna Kroll prendra le relais pour poursuivre et animer la discussion avec l'ensemble des panélistes. Le 30 avril 1975, donc il y a 50 ans, comme vous le savez bien, on a commémoré cette année le 50e anniversaire de la fin de 30 ans de guerre, donc une guerre entre 1945 et 1975, donc un peu l'objet de ma présentation cet après-midi. Donc la guerre entre les Vietnamiens d'un côté, contre les Français, et ensuite une guerre contre les Américains, c'est les 2 guerres d'Indochine entre 1945 et 1975. Là aussi, vous voyez bien dans le PowerPoint que je vous montre ici 2 Vietnam. Donc, je vais raconter un peu une histoire à 2 vitesses, une histoire de 2 Vietnam, une histoire qui remonte jusque dans les années 20, les années 1920 et 30, avec un Vietnam, disons, non communiste, et puis la naissance d'un Vietnam communiste. Donc, évidemment, le Vietnam communiste est incarné par l'homme que vous voyez bien ici à gauche, celui qui va gagner finalement en 1975, c'est Ho Chi Minh. De l'autre côté, c'est un homme qui s'appelait Ngo Dinh Diem, donc qui était un nationaliste non communiste, très présent aussi dans les années 20 et dans les années 30, mais qui va bâtir un autre Vietnam, un Vietnam qui sera vaincu en 1975, que beaucoup d'entre vous, vous le connaissez. Et donc, je vais parler un peu de ces deux Vietnams-là dans le cadre de ces guerres qui ont déchiré le Vietnam entre 1945 et 1975. Je suis tout à fait de ceux qui promeuvent donc la paix, mais il est vrai que les guerres d'Indochine étaient des guerres horribles. Au total, on estime que 5 millions d'Indochinois, Laotiens, Vietnamiens et Cambodgiens sont décédés, civils et combattus confondus. Donc c'est l'une des guerres les plus meurtrières du XXe siècle. Évidemment, il y a la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, mais les guerres pour l'Indochine, en fait, il y en a 3 au total. Je vais en parler de 2, mais c'était des guerres terribles. Je suis pas là pour faire un cours d'histoire, c'est vraiment pas mon but, mais c'est juste pour vous situer. Le Vietnam existait comme un pays indépendant jusqu'au 19e siècle. Et puis, face aux Français, là, le Vietnam va perdre donc son indépendance avec le Laos et le Cambodge. Et puis, donc, les 3 pays vont intégrer, en fait, suite à une guerre de conquête menée par les Français, ils vont intégrer un nouvel État colonial qui s'appelle l'Indochine française. Donc, il comprend ces 3 pays que vous voyez, le Vietnam sous forme de S, donc le Tonkin, l'Annam et le Cochinchine, le Laos à l'ouest, et puis le Cambodge au sud-ouest, comme vous le voyez bien ici. Donc, c'est quand même... il faut parler, il y a guerre de conquête qui a créé cet État que vous voyez bien ici pendant la deuxième moitié du 19e siècle. Alors, il y avait des Vietnamiens, et je vais mettre l'accent vraiment sur le Vietnam aujourd'hui, mais il y avait des Vietnamiens qui espéraient pouvoir travailler avec les Français, bâtir quelque chose avec les Français. Malheureusement, ça ne va pas marcher et ça n'a pas marché. Et donc, il y avait quand même un autre volet nationaliste qui va prendre des armes. Et donc, c'est un Vietnam donc, non communiste que vous voyez bien ici, incarné par exemple par un peu le pendant de Ho Chi Minh. L'homme que vous voyez bien ici, il s'appelait Nguyen Thai Hop. Et donc, il va créer un parti nationaliste en 1927. Ce parti va exister jusqu'en 1975. Et il va organiser des révoltes, il va essayer de chasser les Français dans le but de créer quoi? Dans le but de créer une république démocratique, mais pas communiste.
Et donc là, c'est un peu le début de ce Vietnam qui va lutter, le début de cette guerre civile qui va se développer également entre les nationalistes communistes et non communistes. Donc là, c'est le volet qui se développe dans les années 20 et dans les années 30. C'est écrasé par les Français, mais ça continue à exister. De l'autre côté, sans doute vous reconnaissez le monsieur qui est ici. Là, c'est en France, c'est un globetrotter, donc c'est Ho Chi Minh qui quitte le Vietnam en 1911, il va aller en France. Au début, il n'était pas communiste, il était nationaliste, mais il était prêt à travailler avec les Français. Ses idées vont changer parce qu'il va découvrir aussi, comme les nationalistes non communistes, que les Français n'étaient pas prêts à réformer, n'étaient pas prêts à donner une voix, chapitre aux Vietnamiens. Donc il va se convertir au socialisme, ensuite au communisme. Il va aller donc à Moscou. Il va intégrer le Comintern, une organisation internationaliste qui va l'aider à créer donc le Parti communiste indo-chinois en 1930. Et donc là, c'est la naissance de ce deuxième Vietnam qui m'intéresse un peu dans le cadre de notre survol historique. Encore une fois, un Vietnam non communiste, vous l'avez vu, et puis un Vietnam nationaliste. Les communistes peuvent être nationalistes aussi, comme les non-communistes peuvent l'être. Et donc, c'est Ho Chi Minh qui crée le Parti communiste vietnamien en 1930. Là aussi, une révolte en 1931, et c'est écrasé brutalement par les Français. Alors, je ne veux pas entrer dans trop de détails. Tout change pendant la Seconde Guerre mondiale pour une raison simple. La France est occupée par les Allemands et les Japonais, les alliés en quelque sorte des Allemands, vont occuper l'Indochine française et éventuellement en 1945, juste avant la fin de la guerre, les Japonais renversent les Français. Quelques mois après, les Japonais eux-mêmes sont vaincus, ce qui crée un vide de pouvoir. Et c'est dans ce vide-là que Ho Chi Minh, il était présent dans le nord du Vietnam. Il a créé un front nationaliste qui s'appelait le Viet Minh. Il va saisir le pouvoir. Donc le Vietnam nationaliste communiste s'affirme le 2 septembre 1945, date à laquelle Ho Chi Minh, que vous voyez bien ici devant le micro, déclare à Hanoï la création de la République démocratique du Vietnam. C'est aussi la fin de la Seconde Guerre mondiale ce jour-là. Donc vous avez la renaissance d'un État indépendant, comme on va la voir ailleurs dans le monde asiatique et africain aussi, à partir de 1945. Et donc on voit bien, en vietnamien, c'est écrit Vietnam độc lập tự do hạnh phúc, donc l'indépendance, la liberté et le bonheur, merci beaucoup, c'est plaqué sur l'État indo-chinois. Donc ça montre bien la naissance de cet État. Alors, le problème, c'est que les Français veulent revenir pour garder l'Indochine française, dans le giron français. Et donc là, c'est le début de 3 types de guerres qui débutent à partir de 1945. Donc la première guerre, c'est une guerre de décolonisation franco-vietnamienne entre les Français qui voulaient garder l'Indochine, qu'ils avaient perdue, et ils vont le reprendre par les armes. Deuxième guerre, cette guerre coloniale est bientôt doublée par les guerres froides. En fait, c'est plutôt une compétition entre les Américains dans le Pacifique et les Chinois communistes qui prennent le pouvoir en octobre 1949. Donc cette rivalité, guerre de Corée, c'est une guerre chaude entre les Américains et les Chinois. Et quand même, l'Indochine fait partie de cette lutte entre les Américains et les Chinois qui est toujours là jusqu'à nos jours, cette compétition entre les deux. Donc cette guerre froide, si vous voulez, double une guerre de décolonisation. Et je suis tout à fait d'accord avec Phuong. Il faut prendre au sérieux le fait que, quelles que soient vos idées politiques, mais la guerre du Vietnam fut une guerre civile également. Entre ces deux Vietnams, ces deux perspectives opposées. Donc l'État indépendant déclaré en 1945 devrait-il être idéologiquement communiste ou non communiste? Donc ça suscite une guerre entre les Vietnamiens sur le destin idéologique de l'avenir. Donc c'est compliqué, je schématise, je pourrais éventuellement avec d'autres répondre aux questions, mais on est dès le début devant 3 guerres dans cette Indochine. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous reconnaissez sans doute Charles de Gaulle. C'est lui qui voulait reprendre, c'est lui qui a donné l'ordre de reprendre l'Indochine. Donc Charles de Gaulle n'était pas du tout un décolonisateur
en 1945, et pour être honnête avec vous, j'ai des doutes qu'il le soit vraiment dans les années 50. Mais ça, c'est un autre débat. Mais celui qui donne l'ordre, sans entrer dans les détails, la guerre éclate. Donc entre le Vietnam de Ho Chi Minh, que vous avez vu tout à l'heure, et l'armée française, donc, qui est envoyée sur place pour reprendre le Vietnam morceau par morceau. Le sud, ensuite le centre et le nord, comme vous le voyez bien ici. Je pense qu'on peut diviser rapidement la guerre d'Indochine en deux parties. Donc, première partie, entre 1945 et 1950, c'est les guérillas. Je vous donne une citation ici, je ne vais pas la lire, mais je pense que peut-être vous l'avez déjà vu, mais c'est une bonne définition que Ho Chi Minh lui-même donne de ce que c'est les guérillas. Donc, quand vous êtes dans une position de faiblesse au début, au moins militairement, face à une armée professionnelle mieux armée comme l'armée française. Donc, entre 1945 et 1950, excusez-moi, Ho Chi Minh menait cette guerre de guérilla contre l'armée française. Donc, Ho Chi Minh, il menait, c'était comme un tigre plus petit, contre l'éléphant français qui était mieux armé, avec l'artillerie, les avions, la napalm et toutes sortes de choses. Mais l'armée française s'enlise, n'est pas capable de vaincre donc le tigre vietnamien. La guerre change en 1950. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Mao Zedong, le Parti communiste chinois, prend le pouvoir en Chine. Donc c'est un empire, c'est un pays énorme qui devient tout d'un coup communiste. Mao Zedong connaissait Ho Chi Minh depuis les années 30 et il va soutenir le Vietnam de Ho Chi Minh. Diplomatiquement, militairement, il va aider Ho Chi Minh à transformer le tigre, si vous voulez, en éléphant. Et donc, on arrive en 1951 déjà, l'armée de Ho Chi Minh, l'armée de Vo Nguyen Giap, le général célèbre de Dien Bien Phu, ils ont 7 divisions, ils ont l'artillerie aussi. Donc, il y a une transformation, une révolution militaire assez remarquable chez les nationalistes communistes à ce moment-là. Et donc, vous voyez ici, c'est à ce moment-là que les Américains prennent peur et à partir de 1950, les Américains soutiennent les Français indirectement tout en faisant la guerre directement en Corée. Donc, vous voyez une guerre Indochine-coréen qui se passe en même temps. Donc, les Américains et les Chinois, ils ont une lutte entre eux. Donc, les Américains, ils avaient peur que des dominos tombent. Évidemment, les Chinois, ils ont peur que les Américains ne les attaquent. Donc, c'est une guerre internationale qui double la guerre de décolonisation. Je n'entrerai pas dans les détails, mais vous avez des photos ici célèbres, donc la victoire de l'armée de Ho Chi Minh sur l'armée des Français à Dien Bien Phu, dans le nord-ouest du Vietnam, donc au mois de mai 1954. Donc là, c'est une victoire sans précédent dans l'histoire de la décolonisation du XXe siècle. Une guérilla qui se transforme en armée professionnelle capable de vaincre dans une bataille rangée. Donc, ce n'était pas les guérillas, c'était des tranchées. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, donc, un pays, si vous voulez, non occidental qui vaincre donc un pays occidental. Donc, ça résonne en Asie, ça résonne en Algérie, ça résonne en Afrique du Nord, cette victoire. Bien que ce soit une victoire militaire extraordinaire, malheureusement, au niveau diplomatique, c'était plutôt un échec. Pourquoi? Parce que les Américains menaçaient d'intervenir directement dans la guerre, comme ils le faisaient, ou ils venaient de la faire en Corée. Et donc, dans ce contexte-là, une armistice est signée entre les Français et les Vietnamiens. Les Français se retirent et le pays est divisé en deux morceaux, en deux pays. C'est provisoire. Cette division se fait à l'auteur du 17e parallèle. Et l'idée, c'est que les hommes de Ho Chi Minh dans le sud doivent s'installer dans le nord et les hommes des Français et leurs partenaires vietnamiens, ils doivent s'installer dans le sud. Donc, c'est une division un peu comme en Corée, un peu comme en Allemagne. Normalement, l'idée, c'est que Ho Chi Minh, il a dit oui parce qu'on a dit on va organiser des élections. Et Ho Chi Minh, à mon avis, il était convaincu qu'ils allaient gagner ces élections-là. Le problème, c'est que les Américains vont soutenir un homme que vous allez voir à nouveau, tout de suite après, qui va refuser d'organiser des élections. Pourquoi? Parce que cet homme que vous voyez bien ici, Ngo Dinh Diem, il veut
créer un Vietnam non communiste. Et ici, c'est un peu comme en Corée avec la Corée du Sud. Si ce n'est que la moitié du Vietnam, c'est un peu plus compliqué, eh bien, au moins, c'est mieux que rien, vous voyez. Et donc là, on est devant un Vietnam divisé à partir de 1945. Donc les Français s'en vont, et c'est l'homme que vous voyez ici, Ngo Dinh Diem, qui les remplace. Donc c'est lui qui crée la République du Vietnam, on l'appelle le Sud du Vietnam. Il est soutenu par les Américains. Dans le nord, c'est Ho Chi Minh qui s'installe avec son armée. Et il crée, il faut le dire, il crée un État communiste. Il impose donc la réforme agraire, il impose la collectivisation forcée de l'agriculture. Il y a des morts, 20 000 morts au total, en ce qui concerne la réforme agraire. Et voilà, vous avez une image ici. Donc, cela dit, je sais que tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec moi, mais l'État de Ngo Dinh Diem dans le Sud, ce n'est pas exactement une démocratie non plus, c'est quand même un État autoritaire également. Donc on a deux États quand même autoritaires qui se mettent en place, mais qui sont opposés l'un à l'autre idéologiquement. Donc cette guerre civile, elle est là. Chacun de ces Vietnams est soutenu par les blocs. Donc les Chinois soutiennent Ho Chi Minh comme avant, les Soviétiques aussi, ils soutiennent Ho Chi Minh. Dans le sud, vous le voyez bien ici, c'est Eisenhower, le président, c'est Dulles également, qui soutient leur homme, l'homme miracle, Miracle Man, il est appelé par Dulles et Eisenhower. Donc là aussi, j'essaie juste de vous montrer rapidement que la guerre du Vietnam, entre ces deux Vietnams, est doublée toujours par la guerre froide. Donc la guerre coloniale, en quelque sorte, est terminée. Les Français, ils sont en train de faire une guerre en Algérie maintenant. Mais là, la guerre internationale continue ici. Juste la guerre qui recommence, je vais juste faire simple, la guerre recommence pour moi vraiment, c'est en 1963. Pourquoi cette guerre recommence-t-elle? Première chose, pas d'élection. Deuxième chose, Ho Chi Minh, il dit, s'il n'y en a pas d'élection, on va reprendre la guerre là où on l'a laissée en 1954, parce que le Vietnam nous appartient. Ngo Dinh Diem, absolument pas. On ne veut pas de communisme. Donc, on va s'appuyer sur les Américains pour repousser la tentative de Ho Chi Minh de reprendre le Sud. Bref, la guerre civile repart de plus belle en 1959, comme vous le voyez bien ici. Et le problème, c'est qu'il y a une opposition à Ngo Dinh Diem dans le Sud qui s'intensifie. Diem, il a des problèmes aussi avec l'opposition, comme Ho Chi Minh, il a des problèmes également lors de la réforme agraire. Bref, il y a une répression des bouddhistes par Ngo Dinh Diem en 1963, un premier moine Simol à Saigon en signe de protestation. Sans doute, vous avez vu cette photo qui a fait le tour du monde. Pendant ce temps-là, troisième chose, je sais que c'est un peu détaillé, les communistes étendent leur mainmise sur le Sud. Donc, ils envoient leurs gens dans le Sud, ils ont des alliés dans le Sud. Bref, la chose vraiment qui fait basculer des choses, c'est en novembre 1963, le premier. Kennedy, il voit que ça tourne mal sur Diem et il va donner le feu vert à l'assassination de Ngo Dinh Diem par des militaires sud-vietnamiens, donc qui ont peur que les communistes sont en train de prendre en main le sud du Vietnam. Et 3 semaines après, vous le savez bien, Kennedy, il décède. Et la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'ont fait les Américains? Et là, deux choses se passent. Lyndon Johnson remplace Kennedy, n'est-ce pas? Il choisit la guerre parce qu'il croit, dur comme fer, comme Truman, comme Eisenhower, qu'il fallait donc arrêter, il fallait préserver le Sud-Vietnam, sinon toute l'Asie du Sud-Est allait tomber comme des dominos. Donc c'est lui qui envoie les boys au Vietnam, dans le sud du Vietnam. On arrive en 1968, 500 000 soldats américains sont dans le sud du Vietnam. La chose que vous ne connaissez peut-être pas, c'est qu'en même temps, pendant ce temps-là, le dirigeant à Hanoï, oui, c'est Ho Chi Minh, mais il va décéder en 1969, mais l'homme qui prend le pouvoir, c'est l'homme que vous voyez à droite, Lê Duẩn.
Et lui, il choisit la guerre. Donc les Vietnamiens, disons communistes, voulaient la guerre, et les Américains voulaient la guerre. Ils vont avoir la guerre jusqu'en 1975. Je ne vais pas entrer encore une fois dans les détails, mais c'est une guerre extrêmement violente. Une fois que les Américains envoient les boys sur place, ils bombardent énormément les Américains avec les B-52, la napalm que vous voyez bien ici. Et vous avez également l'Agent Orange qu'ils utilisent contre les jungles afin de pouvoir voir la piste Ho Chi Minh. C'est une guerre extrêmement violente. Donc au total, pendant la guerre du Vietnam entre 1954 et 1975, 3 millions de Vietnamiens, Laotiens et Cambodgiens meurent dans cette guerre si violente. Alors, on arrive ici vite, et donc vous connaissez bien Henry Kissinger à gauche, vous avez donc Richard Nixon à droite, qui remplace Lyndon Johnson, et vous avez le dirigeant du Sud-Vietnam, Nguyen Van Thieu, que vous voyez bien ici. Il voulait, les hommes que Richard Nixon, il voulait sortir les États-Unis de la guerre. Je ne vais pas entrer dans les détails, il va pouvoir le faire en utilisant la force, beaucoup de bombardements, pour que les Vietnamiens du Nord signent les accords de Paris en 1973. Mais, comme vous le savez bien, Richard Nixon, il va avoir un petit problème, n'est-ce pas, à partir de 1974, et c'est Watergate. Et donc, il va devoir quitter la Maison-Blanche, et puis son remplaçant ne veut pas sauver le Vietnam du Sud. Donc les Américains vont laisser tomber leur allié, donc Ngo Dinh Diem au début. Après, ils se sont tournés, les Américains, contre Ngo Dinh Diem. Ils vont soutenir donc Nguyen Van Thieu jusqu'à ce que Saigon tombe en 1975. Alors là, donc, vous avez la photo, l'évacuation des Américains ici avec des Vietnamiens, et vous avez donc les chars qui entrent à Saigon. C'est donc la fin de la République du Vietnam, du Sud-Vietnam, et c'est pour le meilleur et pour le pire, mais c'est la victoire donc de Ho Chi Minh qui unifie le Vietnam suite à une guerre de 30 ans. Alors c'est un petit contexte historique en 10 minutes, 15 minutes. Évidemment, si vous voulez que je réponde à la question tout à l'heure, je pourrais la faire. Merci beaucoup. Qui a été réfugié dans cette histoire du Vietnam et comment est-ce que ce concept de réfugié a changé dans le temps? Alors, de nouveau, bien sûr, vous pensez bien, l'histoire est plus compliquée que ça, mais c'est quand même possible d'avoir, en tout cas de percevoir des transitions, des changements. Et pour ça, je vous propose d'abord et avant tout de revenir à notre compréhension de qui est un réfugié. Et la définition usuelle que l'on utilise, c'est celle qui a été cristallisée, si vous voulez, dans la Convention relative au statut des réfugiés, la Convention de 1951, qui a été amendée par la suite par un protocole, mais qui constitue néanmoins la définition la plus utilisée. Alors, selon cette définition, un réfugié est toute personne en dehors de son pays d'origine et qui demande protection parce que cette personne aurait une crainte bien fondée, bien établie, d'être victime de persécution. Si on regarde en fait l'histoire de cette définition, on comprend que cette définition n'a jamais été écrite pour conférer un droit aux individus. Cette convention n'a pas été là pour protéger des victimes. À l'origine, cette convention a été écrite pour donner un droit discrétionnaire à des États, leur donner le droit, en fait, de pouvoir tendre le bras et ouvrir leurs portes à des étrangers qu'ils considéraient être potentiellement victimes de persécution. Donc c'était un droit donné aux États plutôt qu'un droit donné aux individus. Et en fait, quand on y pense un peu plus, et ça c'est les recherches de plusieurs juristes, dont Guy Goodwin Gill, il y a, c'est évident, en fait, une dimension politique dans cette définition. L'obligation de cette personne, par exemple, d'être en dehors de son territoire. Ou bien la notion qu'il doit y avoir une perception, en tout cas bien fondée, d'être possiblement victime de persécution. Eh bien, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que donner protection à un réfugié pourrait être utilisé comme un instrument diplomatique, comme une manière, en fait, de minimiser ou délégitimer l'état d'origine. Pourquoi? Parce que cet état d'origine serait possiblement la source de cette persécution, ou au moins que cet état d'origine n'aurait pas donné une protection satisfaisante. Vous comprenez? Donc j'aimerais en fait vous inviter à penser au fait qu'il y a à la fois une dimension juridique, évidemment, dans cette définition,
Et il y a aussi une définition, une dimension politique, mais que bien entendu, la dimension politique a une influence sur la dimension juridique, puisque c'est cet intérêt politique qui a donné naissance à la Convention, et vice-versa, bien sûr. Les intentions politiques utilisent le droit pour dire qu'elles sont dans leur droit, effectivement, d'utiliser cette protection des réfugiés pour venir en aide à des personnes étrangères, mais vulnérables. Et c'est si vous voulez, cet écart de la définition juridique à proprement parler et cette dimension politique, elle a pesé dans l'identification de qui est un réfugié dans l'histoire du Vietnam. Et je ne peux pas faire une histoire de tous les mouvements de population, toutes les migrations, mais il y a deux moments particuliers qui sont vraiment intéressants, et c'est les mouvements de population qui ont suivi la partition du Vietnam en 1954, puis après, évidemment, les vagues de réfugiés qui ont quitté la région après 1975. D'accord ? Et l'histoire, vous la connaissez tous parfaitement grâce au résumé de Christopher. Alors, comme il le disait si bien, en 1954, la première guerre d'Indochine s'arrête. Pas avec une paix, non, avec un accord de cessez-le-feu. On décide de diviser temporairement le Vietnam au 17e parallèle. On se dit un jour, on va organiser un référendum qui n'aura jamais lieu, mais on permet aussi aux populations civiles de se rendre d'un côté ou de l'autre de ce parallèle avant que la période de transition ne s'arrête, si vous voulez, et que plus personne ne traverse cette zone de délimitation. Eh bien, à la surprise de beaucoup, plus de 800 000 personnes quittent la République démocratique du Nord de Ho Chi Minh, dans le nord, pour se rendre dans le sud, alors que seulement 140 000, 150 000 font le chemin inverse. Quelle est la conséquence ? Eh bien, il y a énormément de correspondants étrangers qui se dépêchent sur place, qui sont vraiment étonnés de constater ça, mais on s'entend bien, il ne s'agit pas de réfugiés dans le sens juridique du terme. Il ne s'agit pas de deux États, il s'agit de zones temporaires, d'accord ? Et en plus de ça, la Convention de 1951 ne s'appliquait pas du tout au Vietnam. C'est beaucoup plus tard qu'on a songé à étendre l'applicabilité de cette convention. Mais néanmoins, la quantité de personnes qui quittent le Nord pour s'établir dans le Sud, et en particulier parce qu'une grande majorité d'entre eux sont des catholiques romains, vont donner l'impression qu'ils ont voté avec leurs pieds. Ça va donner l'impression qu'ils sont des réfugiés, mais dans le sens politique du terme. Pourquoi ? Parce qu'ils auraient des raisons de crainte d'être persécutés et que par conséquent, ils s'enfuient du communisme. Alors, cette représentation, elle est beaucoup véhiculée dans les médias. Comme je vous disais, il y a des correspondants étrangers qui viennent sur place, qui constatent ce flot de personnes qui viennent s'installer, mais c'est aussi renforcé par l'avalanche de dons et d'aide internationale qui est reçue dans le Sud pour venir en aide à ces personnes. Et enfin, il y a même la marine américaine, pas exactement la marine, une unité militaire de US Task Force 90, qui était à l'époque dans la région pour la Corée, qui va être dépêchée sur place et qui va en fait participer à l'opération de transport du nord au sud et à l'accueil immédiat de ces personnes, de ces nordistes. Et vous voyez, le nom de la mission est assez révélatrice en soi. On parle de Operation Passage to Freedom. D'accord ? Donc, c'est très, très clair à ce moment-là. La définition juridique n'est pas applicable, mais il y a une très, très forte dimension politique et il y a presque un consensus pour percevoir ces personnes comme de véritables réfugiés. Cette dimension politique, cette connotation va avoir un impact. Et on comprendra au fur et à mesure du temps que peut-être qu'il y avait un intérêt de la part de la politique extérieure américaine de désigner ces personnes comme des réfugiés. Et là, je vous dis indépendamment, j'arrête de toucher. Je ne vous parle même pas de si ces personnes avaient réellement, oui ou non, des craintes de persécution. Il ne s'agit même pas de ça. Je vous parle simplement de la représentation. Pourquoi ? En 1971, vous voyez, alors la Seconde Guerre d'Indochine éclate, les États-Unis sont impliqués sur le terrain, mais il y a aussi un mouvement anti-guerre qui commence à se faire entendre, des personnes qui critiquent profondément la légitimité de l'intervention américaine au Vietnam. En 1971, il y a un document extrêmement important qui est publié, c'est les fameux Pentagon Papers. Ces Pentagon Papers, si vous voulez, c'est comme Wikileaks ou les Panama Papers, mais ça parle strictement de l'étendue de l'intervention américaine en Indochine depuis des décennies. Eh bien, dans ce document, on apprend beaucoup de choses sur ce que savait Washington, à quel moment, etc. Mais on savait aussi qu'en 1954, sur le terrain,
eh bien, il y avait des officiers américains qui étaient là pour mener des opérations de propagande et encourager un maximum de personnes à quitter le Nord pour se rendre dans le Sud. Avec ces révélations, une bonne partie des mouvements anti-guerre vont commencer à penser que la protection des réfugiés et que peut-être la désignation, l'identification même des réfugiés pourrait constituer une arme diplomatique, un outil de la politique extérieure américaine. Et l'identification même des réfugiés sera souvent fait avec pas mal de réserves. Certains des intellectuels anti-guerre très connus vont être les premiers en fait à critiquer même le témoignage de réfugiés. Je pense à quelqu'un d'aussi connu que Noam Chomsky, qui voyage lui-même jusqu'au Laos à l'époque, qui essaie de mener des entretiens avec des réfugiés pour essayer de comprendre, ben voilà, qu'est-ce qu'ils nous racontent en fait de la guerre ou des combats qu'ils ont suivis. Et selon Chomsky, effectivement, c'est impossible de prendre ces témoignages au sérieux parce qu'un réfugié, en tout cas les réfugiés qu'il rencontre, sont dans une situation de si grande vulnérabilité qu'ils seraient incapables de dire toute la vérité, en fait. Et c'est pour cela que beaucoup de ces intellectuels considèrent que ben voilà, la désignation ou la protection de réfugiés, c'est en fait beaucoup courir le risque de jouer dans les intérêts de la politique extérieure américaine. Et cette connotation politique va avoir un impact sur la vague de personnes qui vont quitter le Vietnam après 1975. Oui, et je te vois hocher de la tête parce que je parle de tes recherches, justement. Alors, après 1975, il n'y a pas qu'une vague de réfugiés, mais plusieurs vagues de réfugiés. En fait, vagues ou moyens ou séries de départs. Il y a des départs immédiatement avant ou après le 30 avril 1975, quand la Seconde Guerre d'Indochine se termine, comme le disait Christopher. Il y a une seconde vague beaucoup plus grande, en fait, qui commence novembre-décembre 1978, qui va s'étendre pendant 10 ans. Ce sont des gens qui quittent par voie de terre, par voie de mer. Dans le langage du Haut Commissariat aux réfugiés, on parle de boat cases ou de land cases, et c'est ce qui va donner un peu le fondement de cette appellation de boat people. Et en 1979 aussi, il y a un troisième type de départ. C'est un départ qui, en fait, est le résultat d'un accord commun entre le HCR et les autorités vietnamiennes. C'est ce qui est connu sous le nom de Orderly Departure Program. C'est ce qui permet à beaucoup de Vietnamiens de déposer leur demande d'émigration depuis le Vietnam, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de quitter le pays pour demander asile ailleurs. D'accord ? Donc, ces trois vagues-là, c'est important de les comprendre. Pourquoi ? Parce que chacune se passe dans un contexte différent et avec une compréhension, une perception de la personne du réfugié qui est très, très, très différente. Et c'est là que je me tourne vers tes recherches, parce qu'effectivement, en 1975, il y a des personnes qui vont quitter le Vietnam en toute catastrophe. Une grande partie d'entre eux seront des gens qui ont travaillé pour le gouvernement, qui sont proches des services gouvernementaux ou de l'armée, qui vont être accueillis, mais qui vont être accueillis dans un contexte encore très polarisé. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande partie de la population qui est encore très anti-guerre, qui est encore très méfiante de ce que Washington peut raconter, et qui, une partie de la population accueille ces personnes à bras ouverts, mais une autre partie de la population se dit, mais est-ce que ce ne sont pas des personnes qui pourraient être un risque, ou bien est-ce que ce ne sont pas des criminels de guerre, est-ce que ce ne sont pas des repris de justice, est-ce que véritablement ce sont des réfugiés qui méritent notre protection ? Alors vous voyez ici des extraits d'articles qui viennent du New York Times et du Washington Post, mais ça aurait pu venir aussi du Globe and Mail. C'est juste que les titres n'étaient pas aussi criants pour que je vous les affiche tels quels, d'accord ? Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'il y a effectivement des membres du Parlement à Ottawa, mais aussi à Washington, D.C., parce que le débat est le même, qui prennent parole et qui disent « mais est-ce que vraiment on veut accueillir ces personnes ?» Ça, c'est quelque chose de très important pour nous de comprendre, c'est que cette guerre du Vietnam génère et suscite des avis très polarisés, et que des personnes, alors là on parle d'un général évidemment, mais que beaucoup de personnes qui ont fait partie de l'armée ou du gouvernement ont un passé très complexe. Ils n'ont pas juste vécu la guerre, pour certains d'entre eux, ils ont fait la guerre. Mais avec ce genre de réaction, ils comprennent que parler de la guerre, parler possiblement de leur passé, ça peut susciter des opinions très polarisées. D'accord ? Tout ceci change
avec les vagues qui suivent. Et la fameuse vague que l'on connaît plus généralement comme la vague des boat people, mais qui est en fait beaucoup plus complexe que ça. Pourquoi ? Parce que, alors je vous parlais de cette première vague de personnes qui quittent le Vietnam, mais il y a beaucoup de Cambodgiens qui fuient la prise de pouvoir des Khmers rouges. Ces gens s'en vont en Thaïlande, d'autres sont dans le sud du Vietnam et leur situation n'est toujours pas rétablie. Même chose au Laos, beaucoup de personnes quittent le Laos. C'est une situation qui est quand même assez critique. En 1978, le gouvernement vietnamien commence à instaurer des réformes socialistes qui s'attaquent aussi au capital privé. Il y a aussi des tensions avec les pays avoisinants qui vont se développer en véritable guerre. Le Vietnam va être en guerre avec le Cambodge et la Chine. Et il ne faut pas oublier aussi une crise économique extrêmement grave qui sévit dans la région. De telle sorte que les personnes quittent avec des moyens toujours plus dangereux, par voie de terre, mais aussi par voie de mer. Mais il y a un cas qui va capturer vraiment l'attention du public, pas du HCR, qui est vraiment sur l'affaire depuis longtemps, mais du public, c'est la fameuse affaire du Hai Hong. Là, je vous montre des images parce que j'aimerais que vous compreniez qu'il y a des gens qui partent à la fois par voie de terre que par voie de mer. Mais le Hai Hong, c'est un bateau cargo qui transporte énormément de personnes qui essaient de quitter la région et il ne parvient pas à faire débarquer ces passagers. Les gardes-côtes indonésiens puis malaisiens vont à chaque fois fournir une aide sur le bateau, puis les raccompagner dans les eaux internationales, de telle sorte à ce qu'ils risquent de dériver, comme ça. Et cette situation va beaucoup émouvoir des correspondants étrangers, des médias, etc. Et beaucoup d'États vont dire « mais arrêtez de repousser ces gens, nous allons les accueillir ». Cette vague de solidarité, ça va même amener l'ONU à organiser une conférence qui rassemble plus de 60 États. Et ces 60 États vont tous dire nous allons soit donner de l'argent au HCR, soit promettre des places d'accueil. Donc, les pays aux alentours du Vietnam, du Laos et du Cambodge, arrêtez de repousser ces réfugiés. Et c'est ce que vous voyez dans cette carte. Les petites tentes, si vous voulez, en jaune, ce sont les camps temporaires, alors que celles en bleu représentent, si vous voulez, les pays d'asile permanent. C'est un système qui va durer jusqu'en 1989. Un système qui, en fait, symbolise une énorme générosité, une énorme tolérance qui vient pas juste du Canada ou du Québec, mais de beaucoup de pays dans le monde, et qui va surtout beaucoup, en fait, s'attacher à la vision du boat people, d'accord, du réfugié. Et c'est une vision, on s'attache donc à ce sort extrêmement difficile de ces personnes qui dérivent en mer, sans se soucier exactement de la complexité de la situation, de la complexité des origines de ces personnes, ou même de leur passé. Et vous comprenez que c'est donc une période où, non, il me manque une petite chose, mais c'est pas grave, je vais vous le résumer maintenant, en l'espace de très très peu de temps, en fin de compte. Entre 1975 à 1978, on passe d'une période où il y a une certaine réserve, des doutes, certaines personnes qui osent même critiquer ouvertement l'accueil de réfugiés, à un moment où l'image simple du boat people inspire la plus grande tolérance et la plus grande générosité. Vous comprenez la dissonance que ça peut constituer, pas juste pour les gens qui sont dans la migration et dans l'accueil des réfugiés, mais pour les réfugiés eux-mêmes. C'est quelque chose d'assez intenable en fin de compte, parce qu'on le sait qu'on s'attend à eux, qu'ils correspondent à l'image parfaite d'un boat people, alors que dans la réalité et dans leur vécu, ce sont des gens qui n'ont pas juste vécu, mais parfois fait la guerre et qui ont un passé possiblement beaucoup plus complexe. Alors je m'arrête là et je vois que je suis à 16 minutes. Je suis désolée d'avoir dépassé. Merci beaucoup. J'aimerais te demander, Patrice, de parler du concept d'accueil. Parce que mal nommer les choses, comme dit Albert Camus, ajoute au malheur du monde. Donc, de quoi on parle quand on parle d'accueil? Bon, dans un premier temps, un micro qui fonctionne. Je crois qu'il va commencer à fonctionner. Bon, il se réchauffe. Alors, merci beaucoup pour la question et surtout, d'abord, merci à Kim, l'organisatrice en chef de l'événement d'aujourd'hui. Merci. Bon, je crois qu'il y a le mot accueil et il y a le mot hospitalité. Donc, il y a un parallèle entre les deux. Et je crois qu'il y a que je connaisse, toutes les cultures, les traditions religieuses ont développé justement cette valeur de l'accueil, de l'hospitalité, à différents degrés
Il y a des cultures où c'est très, très, très poussé et c'est très important. Par exemple, dans les communautés arabes initialement, et ça s'est propagé aussi au niveau des valeurs islamiques, on retrouve cette notion que la personne, même si on ne connaît pas d'où vient la personne, lorsqu'elle arrive, frappe à la porte, on doit l'accueillir pour 3 jours, 3 nuits, sans poser une seule question. Donc, sans essayer de savoir, oui, mais qui est cette personne? Est-ce qu'elle pourrait potentiellement être dangereuse à ma famille, etc. Aucun. Ça c'est vraiment un degré d'ouverture à l'accueil qui est tout à fait exemplaire. On peut regarder aussi les communautés autochtones qui ont aussi cette notion justement très, très poussée de l'accueil. Et c'est en partie relié à des situations justement de mouvement, de migration et de réalités difficiles parfois de survie dans différents milieux où justement on se retrouve dans des situations où soit seul ou soit en communauté, on doit partir, être réfugié, enfin l'expression qu'on emploie aujourd'hui. Et donc on a besoin de personnes éventuellement qui vont nous accueillir, qui vont être hospitalières envers nous. Et à un moment donné, je pense qu'il y a une certaine notion dans la reconnaissance d'une humanité commune que si jamais ça m'arrive à moi de me retrouver dans une telle situation, j'aimerais bien qu'on m'ouvre la porte. Et donc, à un moment donné, même si ça n'est pas arrivé à chacun d'entre nous de vivre des situations difficiles où on se retrouve à être migrant ou réfugié, je crois qu'on peut très facilement comprendre qu'ouvrir la porte et être accueillant, c'est un minimum d'accueil de l'autre, quelle que soit l'origine ou l'identité que les personnes peuvent avoir, qui sont plus ou moins différentes de la nôtre, mais il y a quelque chose de basique au niveau d'une identité humaine commune. Et je crois que ça, c'est foncièrement le concept de l'accueil et de l'hospitalité d'une façon très transculturelle, transreligieuse, je dirais, dans un premier temps. Ah, c'est tout. Ben, je commence avec une définition simple Oui. du Conseil d'accueil et hospitalité, parce que si on va plus en détail, évidemment que selon les traditions, ben, la façon justement d'exprimer va beaucoup varier d'une communauté à une autre, d'une famille à une autre également. Je me souviens lorsque j'étais enfant et je jouais au hockey, comme beaucoup des personnes et des jeunes, pour ma génération, des jeunes garçons qui étaient donc acculturés à la pratique du hockey. Quand venait le temps d'aller faire des petits voyages dans d'autres villes et on devait passer la nuit ailleurs, on était tous excités d'être reçus dans les familles des personnes qui étaient évidemment les familles d'accueil du tournoi de hockey en question. Et lorsque venait le temps de recevoir, nous, la famille, on était très contents de recevoir également. Puis tout d'un coup, je me suis rendu compte que oui, mais pourquoi est-ce que nous, on en reçoit 3 ou 4 et pas juste 1? Et là, ma mère m'a dit, oui, mais ce n'est pas toutes les familles qui aiment accueillir les enfants des autres familles venant dans des tournois. Et c'était ma découverte à l'âge, je ne sais pas, moi, peut-être 10, 11, 12 ans, je ne me souviens plus. C'était ma découverte que finalement, la notion d'accueil n'est pas partagée de façon normale partout, par toutes les familles. Et ça a été une surprise pour moi. Et ça veut donc dire qu'il y a un écart peut-être entre des valeurs et des réalités. Donc ça aussi, je pense qu'il faut l'admettre. Et c'est devenu de plus en plus, cet écart, à mon avis, devient de plus en plus important aujourd'hui. Parce que si on regarde le nombre de réfugiés à l'échelle planétaire, on a atteint un sommet au niveau des nombres qui dépasse maintenant le nombre de réfugiés qu'il y avait lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est vraiment une nouvelle réalité aux statistiques. Et quand on regarde nos programmes d'accueil des réfugiés au Canada, pour ne pas comparer avec d'autres pays, on a une diminution des nombres et de l'ouverture aux accueils de réfugiés. Alors, on se rend compte que la notion d'hospitalité est en perte de vitesse au niveau politique, mais avec des répercussions également au niveau des programmes d'accueil que des communautés ou des familles peuvent demander officiellement d'accueillir des gens, comme on l'a vu avec les communautés syriennes, avec les communautés ukrainiennes, etc., plus récemment. Donc, à un moment donné, et là, il y a la distinction à faire entre la dimension politique de notion d'accueil au niveau légal
et les dimensions d'ordre, je dirais, plus communautaire et même voire familial. Je parlais justement avec un évêque syriaque dont la communauté de 1500 familles à Laval ce midi m'expliquait comment depuis 2011, en gros, avec ce qu'on a appelé entre guillemets le printemps arabe, sa petite communauté de 1500 personnes à Laval a recueilli 1200 réfugiés syriens de Alep, la seconde ville principale au nord de la Syrie, d'où proviennent une majorité de ses propres personnes, aux membres de sa propre communauté. Et à ce moment-là, on voit que, oui, mais ce n'est pas n'importe quel Syrien non plus de Alep, ce sont les chrétiens minoritaires de Alep, comme eux sont minoritaires chrétiens syriaques, qui sont accueillis. Et là, il faut voir justement les dynamiques identitaires derrière les processus d'ouverture. Est-ce qu'on est ouvert à n'importe qui, quelle que soit l'identité de la personne ou la provenance, la nationalité, l'idéologie de la personne, ou est-ce que finalement on accueille finalement parce qu'en quelque part, c'est des gens comme nous? On partage une identité commune avec ces personnes. Et là, il faut se poser des questions justement sur ce que j'appelle les différentes façons dont s'articulent ces notions d'accueil et d'ouverture et d'hospitalité. Elles sont souvent basées sur des partages d'identités communes, et plus l'écart peut être grand, plus éventuellement ça devient possiblement difficile de s'ouvrir à une personne et de les accueillir parce qu'ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas la même religion, ils n'ont pas la même ethnicité, ainsi de suite. Et à un moment donné, ça aussi, ça fait partie de la complexité des notions de réception qui sont elles-mêmes, évidemment, ancrées dans des perceptions de ces personnes, de ces groupes identitaires. Pourquoi on ouvre facilement la porte à des Vietnamiens, et ça m'a vraiment surpris quand vous avez dit que la majorité des 800 000 personnes qui sont passées du nord vers le sud étaient catholiques. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, et combien d'entre eux étaient catholiques lorsqu'ils se sont retrouvés parmi ce qu'on a appelé les boat people? Et est-ce que c'est en partie pour ça, peut-être, que parce qu'ils étaient à la fois, un certain pourcentage d'entre eux étaient catholiques, la majorité, la religion majoritaire au Québec, bon, culturellement et ou religieusement, et aussi quittaient un régime communiste pour vouloir s'installer dans un régime donc démocratique, libéral, etc. Donc, idéologiquement, est-ce qu'il n'y a pas deux identités communes qui fait qu'on ouvre les bras plus facilement aux boat people, comme on l'a fait d'un certain point de vue au niveau des Ukrainiens, mais qu'on ne fait pas nécessairement par rapport à d'autres groupes identitaires et qui vivent des réalités de crise de réfugiés aussi grandes peut-être. Donc, ce sont des questions que je soulève parce que pour moi, elles reflètent des dynamiques identitaires qui vont souvent cacher ce que j'appellerais les incohérences potentiellement ou les dissonances qu'il peut y avoir au niveau de ces belles valeurs de l'hospitalité et de l'accueil. Tu as mentionné en fait quelque chose qui est très intéressant, que les concepts évoluent dans le temps, que ça change dans le temps en fonction de la population qui doit être accueillie ou qui se présente à nos portes. Oui, et une partie des influences au niveau de ces changements, c'est justement deux choses. Les plus grandes influences idéologiques, puis là, ça va dans toutes les directions, hein, de gauche à droite, parce que ça existe dans n'importe quelle idéologie politique. Et c'est aussi la légalisation, donc le développement de certaines normes légales qui vont être utilisées surtout par des États de droit, mais d'autres également, pour justifier ou non l'ouverture, justement, au niveau soit de loi, soit de pratiques pas nécessairement régularisées, dans l'accueil, justement, de personnes ou le refus de personnes au niveau de leur statut qu'on va définir comme étant réfugiés ou autres. J'aimerais t'entendre, Neil, sur cet aspect-là. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais repartir un petit peu de ce qu'avait dit Fivan tantôt sur l'imbrication entre le juridique, la juridiction internationale, et puis le politique, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a constamment évolué et qui a aussi probablement eu un impact un petit peu sur la manière dont les perceptions évoluaient. Et
il y a une question que tu as posée, Patrice, aussi, qui est fort intéressante, quant à savoir qui sont les personnes réfugiées qui arrivent. Par exemple, donc je m'éloigne un petit peu pour mieux revenir ensuite, mais quand il y a eu tous ces débats sur la protection de la langue française et l'immigration, le Québec s'est assez naturellement tourné vers Haïti en disant que Haïti était francophone avant tout, et donc il a fait venir plusieurs personnes entre les années 60 jusqu'aux années 80 à peu près, qui étaient essentiellement, qui faisaient partie de l'élite francophone haïtienne. Maintenant, la plupart d'entre vous savent que la langue réellement parlée en Haïti est le créole. Et donc, quand dans les années 80, il était question de faire venir des personnes, mais plus des campagnes, plus des personnes ouvrières, ils se sont rendus compte que la plupart des personnes ne parlaient pas français. Et donc, la perception a été complètement différente que ce qu'elle avait été dans les années 60. Et donc, c'est intéressant de voir justement d'appliquer ça aux réfugiés du sud-est asiatique, parce qu'il y en a eu à peu près 60 000 qui ont été accueillis au Canada entre juin 79 et juin 1980. Officiellement, il me semble que c'est à ce moment-là aussi qu'il y a eu la naissance du programme de parrainage des réfugiés, d'abord par des organismes. Et entre 1979 et 2016, il y a eu 300 000 personnes réfugiées qui sont arrivées. Et le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de périodes où on ouvrait les portes et d'autres périodes où on les fermait. Et ça pouvait être à un intervalle de temps très réduit. Donc, par exemple, il y a eu l'arrivée des personnes du sud-est asiatique en 79-80, mais dès 1980, dès le début des années 2000, on va dire, le programme de parrainage a commencé à battre de l'aile. Pourtant, le Québec avait la responsabilité du programme de parrainage depuis 1997. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir que au début des années 2000, le programme de parrainage était quasiment mort, disons 2005 à peu près, et qu'en 2015, il y a eu l'engouement du Québec, du Canada, du monde pour les réfugiés syriens. Et donc là, le programme a été non seulement relancé, mais on a permis à n'importe quel résident permanent du Québec de choisir quelle est la personne qui souhaitait parrainer. Et donc ça a été intéressant parce qu'il y a eu des Québécois qu'on appelle entre gros guillemets pure souche qui parrainaient des gens, des organismes qui parrainaient des gens, mais des gens aussi qui faisaient venir des amis ou des membres de leur famille. Et donc, on a eu des personnes qui sont passées par ce programme en se disant, voilà, ça peut aller aussi plus vite que le regroupement familial et ça peut réunir des familles parce que parfois, il est dur de s'impliquer ou de se sentir appartenir complètement à une société quand on est très inquiet pour les membres de sa famille qui sont au loin. Donc, ce programme de parrainage qui a été relancé, ce qui est intéressant de voir, c'est que à chaque fois, les personnes québécoises ont répondu présent. Mais il y a eu des événements qui ont fait que, au niveau politique, parfois, c'était un petit peu plus compliqué. En ce moment, par exemple, le programme de parrainage a été interrompu récemment et il n'est pas censé réouvrir, s'il réouvre, avant décembre 2027. Or, pour beaucoup de Québécoises et de Québécois, c'était aussi une manière d'être en contact avec beaucoup de personnes avec qui ils n'auraient jamais été en contact. Par exemple, quand j'ai travaillé au programme de parrainage des personnes réfugiées, mon prédécesseur m'avait raconté que, justement, au tout début des années 80, il avait reçu dans sa famille un frère et une sœur qui venaient justement du Vietnam, et que ce frère et sa sœur, lui, il avait 8 ans, étaient toujours aujourd'hui son frère et sa sœur, et que lui, c'est une des raisons pour lesquelles il avait voulu travailler pour l'accueil des réfugiés, parce que pour lui, ça lui avait changé sa vie et ça avait été une aventure humaine extraordinaire. Donc, ce que j'essaye de dire là-dedans, c'est que le parrainage, comme l'immigration ou l'accueil des réfugiés, a été quelque chose
qui a profondément modifié le tissu social québécois dans le bon. Un peu de la même manière que l'Expo 67 a ouvert les horizons de bien des Québécois. Je pense que le programme de parrainage a eu un petit peu cet effet-là. Et pour moi, il est dommage de voir que justement, certains narratifs justement sur est-ce que les réfugiés sont bien des personnes vulnérables ou des criminels en puissance, qui aillent à l'encontre justement de ce sentiment assez naturel et puis assez ancien, comme tu le disais, Patrice, juste d'accueillir des gens parce que nous avons tous en commun cette même humanité. Donc je pense que c'est vraiment important d'appuyer sur le fait que l'histoire du Québec, après les Autochtones, est une histoire d'immigration et que nous sommes toujours un pays de migrants. Et j'espère justement que le Québec comme le Canada, à ce niveau-là, resteront alignés avec leur histoire et avec leur propre identité, tout simplement. Mais donc, vous savez comment, la question qui s'impose quelque part, comment faire que ces moments d'accueil qui sont ponctuels, parce qu'il y a une crise, parce qu'il y a des gens qui arrivent, comment transformer ça en quelque chose comme un projet de société? Alors là, je ne suis pas politicien pour développer, mais je crois qu'on a besoin de pression sur différents programmes politiques de façon transversale pour tous les partis politiques, parce que je pense que ce n'est pas quelque chose qui devrait être, dans un premier temps, relié à une idéologie politique en particulier. Je crois que si on veut mettre de la pression pour rendre ces programmes plus cohérents, d'une part, et surtout sur une durée à long terme, pour pas qu'il y ait des coupures, comme vous l'avez indiqué, Neil, ce qui est, à mon avis, aberrant et très, très, très dommage, parce que c'est comme si on recule, on avance, on recule. Et puis ça, c'est jamais des bons messages à lancer, à la fois à l'interne, au niveau des communautés déjà existantes et de personnes qui attendent, espèrent éventuellement être choisies pour être reçues ici. Donc, c'est vraiment dangereux comme façon de procéder. Donc, au niveau des pressions politiques, je crois que les groupes communautaires, tout azimut, quelle que soit leur nature, doivent s'organiser pour justement mettre de la pression, mais de façon non partisane. Et je le répète parce que je crois que c'est ça qui va faire que ça va être peut-être accueilli de façon plus ouverte par les politiciens, parce que justement, on se rend compte que oui, mais attends, ça va au-delà de la question d'idéologie politique. C'est une question de valeurs humaines que tout le Québec devrait pouvoir, toutes les personnes, tous les citoyens, tous les personnes, quel que soit leur statut ici, devraient pouvoir adhérer à ce genre d'ouverture. Donc, c'est une réponse dans un premier temps, mais au niveau légal, je me demande si là aussi, il n'y a pas peut-être des transformations au niveau juridique qu'il faudrait essayer de faire pour rendre le processus plus facile et je dirais, moins complexe au niveau de l'analyse, parce que souvent, les personnes doivent passer par des spécialistes du droit pour essayer de comprendre le système et de voir ensuite à quelle porte on frappe pour pouvoir éventuellement faire que des parents ou des gens de nos communautés puissent venir. Et cette complexité, ça aussi, ça parfois peut être un frein à l'ouverture. Et puis finalement, je crois on est tous, je pense, à un moment donné, influencés par les médias. Et lorsqu'il y a des campagnes, enfin des couvertures médiatiques sur des situations de trauma et de tragédie absolument incroyables qui se passent, ça nous déclenche en nous un genre d'émotion de vouloir faire quelque chose sur le coup et de s'ouvrir justement potentiellement. Mais ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui doit être aussi travaillé au niveau du système de l'éducation, à savoir comment est-ce qu'au niveau de l'école, moins primaire, mais surtout secondaire, comment est-ce qu'on développe, par exemple, des activités pour qu'il y ait éventuellement des processus d'intégration de cette pratique de l'ouverture à l'autre à travers, justement, les programmes, entre autres, de parrainage. Et j'aimerais aussi mentionner qu'il y a beaucoup de communautés plus traditionnelles religieuses que je connais qui font un travail énorme d'accueil des réfugiés ou des migrants
de façon générale et qui n'ont absolument aucun financement des quelques ressources que le gouvernement du Québec offre dans différents programmes, simplement parce que ces sources de financement et d'aide au niveau communautaire sont organisées à partir d'un processus de laïcité où on ne veut pas faire en sorte qu'il y ait du financement provincial qui aille dans des communautés religieuses pour les questions d'intégration aux migrants, parce que ça serait aller contre une certaine interprétation de la laïcité. Et donc, là, je pense qu'il y a aussi un travail peut-être à faire pour aller au-delà de nos différends dans l'interprétation de la laïcité, peut-être, pour essayer de faire en sorte que tous les groupes communautaires, qu'ils soient, quelle que soit leur nature, qu'ils soient religieux ou non, ou autres, ou quelle que soit leur identité culturelle, etc., que tous les groupes qui veulent passer du temps à ouvrir et à être accueillants pour des programmes de parrainage devraient pouvoir le faire avec un appui, justement, qui puisse faire en sorte que le système lui-même puisse être plus rodé et facilité, parce que c'est un énorme travail que d'accueillir des personnes provenant de l'étranger, on le sait tous, de façon directe ou indirecte. Neil. Alors, historiquement, je voulais apporter une petite précision, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal d'organismes, enfin, il y a eu quelques organismes religieux qui ont pu accueillir des personnes réfugiées. Tu en parlais notamment avec cette église syriaque. Et puis même, historiquement, c'était plus des communautés type religieuses ou semi-religieuses qui accueillaient des personnes réfugiées. Maintenant, c'est vrai que ça s'est pas mal réduit, c'est-à-dire que de mémoire, et puis arrêtez-moi si je me trompe, c'est 5, peut-être 6 communautés religieuses qui sont en droit accrédités par le gouvernement pour accueillir des personnes réfugiées. Maintenant, c'est vrai que c'est un des moyens, c'était un des moyens pour rentrer. Le problème, c'est que on revient toujours à la volonté politique et l'imbrication avec le droit. C'est que il y a quelques années, le processus justement pour parrainer des personnes a été rendu de manière beaucoup plus difficile, et il a même été institué une loterie qui permettait de dire, bon ben voilà, le grand frère est choisi, le petit frère n'est pas choisi, le petit frère reste tout seul. Et ça, je trouve que c'était quand même particulièrement problématique, parce que, encore une fois, il est important justement qu'à un niveau institutionnel, il y ait une volonté politique. À un niveau plus terrain, c'est-à-dire au niveau des organismes communautaires, il y a aussi le fait que la manière dont les choses sont organisées ici, elles sont souvent organisées en silos. C'est-à-dire qu'une personne qui va chercher un emploi va devoir parler que de son emploi. Et le problème, c'est que si, par exemple, elle a un fils malade, elle va devoir aller à un autre organisme pour parler de ça, et la personne qui la suit en emploi ne va pas comprendre pourquoi elle ne se met pas à 100% dans sa recherche d'emploi. Donc c'est assez intéressant de voir aussi que cette construction en silo peut être problématique dans la mesure où, quand en général il y a des avancées pour un groupe de population, ça ne retire rien à personne. Ça a été le cas avec l'alpha-francisation, par exemple. L'idée, c'était de franciser des personnes qui ne savaient pas forcément lire et écrire dans leur langue d'origine. Et donc, on a mis au point des techniques pour apprendre à lire d'abord, puis y lire en français. Sauf qu'on s'est rendu compte que ces choses qui avaient été mises au point avaient servi aussi ceux qui avaient des problèmes de littératie au Québec. Donc finalement, ce qui peut servir aux personnes réfugiées, ce qui peut servir aux personnes immigrantes, en général a un impact positif sur le reste de la population, de la société d'accueil. Ça, c'est important de le dire. Puis, on parlait aussi du narratif. Ce qui est important, sans doute, c'est peut-être d'arrêter de renvoyer toutes les personnes que nous sommes à quand est-ce qu'elles sont arrivées au Canada. On parle d'immigrants de première génération, de deuxième génération, de troisième génération. Et finalement, même si on a un accent québécois, même si on ne parle pas la langue d'origine, même si finalement on n'a qu'une idée vague de la culture d'origine des grands-parents, on est tous renvoyés à son immigration. Alors que, comme je le disais tout à l'heure, on est tous immigrants sur un territoire non cédé. Donc, l'idée, ça serait peut-être de renverser un petit peu ça. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est
peut-être dans l'éducation, peut-être dans l'espace public, on pourrait cultiver une pluralité de mémoire. J'ai trouvé ça absolument passionnant, ce que vous avez dit tout à l'heure. J'ai énormément appris. Et ça me rappelle un petit peu un projet dans lequel j'ai travaillé qui s'appelait Histoire de vie Montréal, dans lequel la communauté cambodgienne, la communauté rwandaise, les survivants de l'Holocauste et d'autres se réunissaient pour raconter leur histoire de vie. Et en fait, on s'est rendu compte, non pas des différences qu'il y avait entre nous, mais de tout ce qu'on avait en commun. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important et qui est presque de l'ordre de l'éducation publique, parce qu'il me semble que à partir du moment où on arrête de voir chez des gens juste des immigrants, mais qu'on parle de, finalement, les histoires et les mémoires, on arrive beaucoup plus à trouver notre socle commun et notre direction commune. Et puis, enfin, si je peux me permettre, j'avais eu une discussion avec Kim Phuong que j'avais trouvé très intéressante sur ce mythe un petit peu de la minorité modèle dont on affuble beaucoup les personnes asiatiques. Voilà, il faut se rendre compte aussi d'une certaine manière que ce mythe de la minorité modèle, non seulement c'est quelque chose qui nie totalement l'intersectionnalité, mais c'est quelque chose qui empêche d'être entendu, puisqu'on ne se plaint jamais. Donc, finalement, à quoi bon parler? Et c'est un statut qui mélange en plus allègrement les histoires, justement. On va dire, ah, cambodgien, laotien, vietnamien, chinois, finalement. Alors que, on l'a vu tantôt, il y a eu des oppositions parfois très fortes par rapport à la Chine. Donc, c'est vraiment important aussi de prendre le temps, justement, d'apprendre ces choses-là. Et ça limite aussi peut-être une fissure qu'il peut y avoir entre les générations, entre ceux qui sont nés ici et ceux qui appartiennent à la génération qui sont nés au Cambodge, au Vietnam, en Indochine, ou peu importe le nom que ça avait à l'époque. Donc, c'est vraiment important de cultiver ces mémoires. Et voilà, je me posais la question, en fait, de savoir si, depuis le Covid, ce statut de minorité modèle n'a pas finalement volé en éclats. Et je n'ai pas forcément de réponse à cela, mais je pense que nous sommes tous d'accord finalement pour dire que toutes les personnes vivant au Québec sont québécoises et bâtissent ensemble un avenir commun. Voilà. Justement, pour bâtir l'avenir commun, comment encourager des populations qui ont été accueillies pour devenir celui qui accueille, pour faire une sorte de solidarité et bâtir aussi hospitalité durable? J'ai mal entendu la question, pardon. OK, c'était spontané donc. Oui. Comment encourager des populations qui ont été accueillies il y a quelque temps, maintenant devenir celui-là qui accueille? Dans un premier temps, je ne suis pas tellement d'accord avec la notion qu'il faudrait mettre une responsabilité supplémentaire sur les épaules de personnes qui ont bénéficié en gros d'un certain accueil dans le passé et que donc elles auraient une plus grande responsabilité à faire la même chose pour la prochaine génération. Je crois qu'il faut faire attention à ça parce que ça enlève peut-être de la notion pour moi que la responsabilité, elle doit être partagée par tous ceux qui habitent un certain territoire dans le contexte ici, dans le contexte du territoire du Québec. Donc, ça serait tous les Québécois à partager finalement cette responsabilité d'accueil selon leur contexte, etc. Et je crois que le second élément, c'est que cette notion de parrainage, par exemple, comme une des voies principales possibles pour ce processus d'accueil, elle se fait beaucoup mieux lorsque ce ne sont pas des individus qui essaient de parrainer un autre individu, mais ce sont des groupes, soit une famille, soit un groupe collectif, un groupe communautaire, etc. Et ça a beaucoup plus de poids dans la façon avec laquelle on peut accueillir. C'est plus facile pour chaque personne impliquée dans le groupe qui accueille, mais c'est aussi, lorsque les personnes arrivent, ils ont une plus grande diversité de personnes
de ressources au niveau de ces personnes qui vont les accueillir. Donc, le processus de parrainage, il doit aussi être pensé au niveau collectif et donc la responsabilité, elle est mieux conçue selon moi lorsque moi, j'ai le goût d'accueillir. Alors, je dois faire un effort pour trouver d'autres personnes qui veulent accueillir également et se regrouper pour que nos efforts puissent finalement être facilités ensemble dans le processus, quelle que soit notre propre histoire personnelle. Est-ce que j'ai été ou non moi-même un réfugié ou quelqu'un qui a bénéficié d'un accueil quelconque au niveau du passé de ma famille ou de mes ancêtres. Et je veux juste terminer peut-être avec une petite anecdote, mais j'ai beaucoup aimé parce que ça rejoint la notion de mémoire. Je prenais un célèbre taxi. J'adore les chauffeurs de taxi parce qu'on a toujours des perceptions de la réalité qui souvent vont sortir de leur rencontre avec beaucoup de gens de façon très courte, souvent, évidemment, mais qui font qu'il y a un processus de réflexion sur des dynamiques sociales à travers leur vécu de chauffeur de taxi, etc. Et dans un premier cas, je disais, oui, bon, je suis québécois de souche. J'ai dit, non, toi aussi, tu es migrant. Toi aussi, tu es un immigrant. Bon. Et au début, je résistais un peu, puis finalement, je me suis dit, ah oui, il a tout à fait raison. C'est simplement que moi, je dois étirer ma mémoire pour qu'elle aille plus loin dans le passé, pour me reconnaître que j'ai des ancêtres, mais plus loin dans le passé, qui ont également vécu cette notion de migration, et que j'ai aussi des gens de générations plus récentes qui ont vécu une migration soit aux États-Unis, soit à l'intérieur de ce grand territoire qu'on appelle le Canada aujourd'hui. Et donc, à un moment donné, je peux en effet mieux comprendre que j'ai peut-être dans ma propre histoire familiale les dimensions de migration que je dois cultiver davantage. Et ça va me permettre de mieux connecter, de mieux interagir avec des gens dont l'expérience migratoire est plus récente ou même actuelle. Et donc ça aussi, ça fait partie, je crois, d'un processus d'utilisation de la mémoire qui nous permet peut-être d'élargir la façon avec laquelle on se conçoit personnellement ou au niveau de nos traditions familiales. Neil? Alors, je pense que ça peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire que d'un côté, à partir du moment où il y a une réelle envie de rencontre, ça peut être intéressant. Et oui, quelque part, on est tous des migrants ici, même si tout le monde n'est pas forcément perçu de la même manière. Mais ce qui est intéressant, c'est que parfois, dans certains cas, en tout cas, je l'avais vu avec le programme de parrainage des réfugiés, certaines personnes qui vont parrainer, que ce soit des membres de leur famille, des amis ou des gens qu'ils connaissent, peuvent aussi se baser sur leur expérience vécue, parce que très concrètement, il fallait souvent expliquer aux Québécois dits de souche comment avoir une première carte, une première carte maladie, ou certaines démarches qu'ils n'avaient jamais faites parce qu'ils avaient toujours eu ça. Donc, il y avait parfois certaines choses qu'ils ne savaient pas faire. Alors bon, ils regardaient, puis ça se passait très bien en général. Mais dans certains cas, l'expérience vécue pouvait apporter un plus. Puis dans d'autres cas, l'expérience vécue disait, moi j'ai fait ça comme ça, donc toi tu dois faire ça comme ça aussi. Donc ça pouvait aller dans un sens comme dans l'autre. Mais je pense qu'avant tout, c'est accepter un petit peu la rencontre humaine, accepter aussi le fait d'être changé soi-même par cette rencontre, et c'est pas dit légèrement, c'est aussi accepter finalement qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignorait même, et qui peuvent justement être remises en question par ces rencontres. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que on parle de 50 ans depuis la fin de la guerre au Vietnam, on parle des boat cases ou boat people depuis les années 79-80. Et puis, en préparant un petit peu cette rencontre, je suis tombé sur un article où il était question de Kim Phuong qui poursuivait Guy Lafleur afin d'avoir un autographe au lendemain de la victoire à la Coupe Stanley à Montréal. Donc, je me suis dit, ça, c'est un exemple de mémoire commune. À côté, il y a aussi un collectif qui est essentiellement monté par
des enfants donc de deuxième génération, ou la génération 1.5 comme on l'appelle, qui s'appelle le collectif Super Boat People, qui fait des choses absolument incroyables de manière extrêmement créative justement pour faire un petit peu entendre les voix de ces Québécois qui ont aussi un lien avec le Vietnam. Et puis, bien sûr, on en parle beaucoup. Alors, ça m'aurait fait bizarre de finir et de ne pas avoir à parler d'elle, mais toute la réaction pour moi par rapport à l'interview de Kim Thuy en dit beaucoup justement sur ce côté. En même temps, d'un côté, il y avait les personnes qui disaient, bah voilà, justement, c'est ça aussi, être québécois, c'est montrer son désaccord, c'est hausser la voix parfois quand on veut justement rappeler qu'on est tous ensemble dans le même bateau et qu'on construit tous un avenir commun. Et il y en a d'autres, au contraire, qui l'ont renvoyé au fait que ça fait plusieurs dizaines d'années qu'elle est ici, mais elle n'est pas vraiment québécoise. Et donc, je trouve que c'est un petit peu toute cette ligne de fracture, toute cette division entre les personnes, justement, qui sont conscients de ce qu'est le Québec réellement, et puis les personnes qui voudraient un Québec peut-être qui cède un peu trop à certains narratifs polarisants, inquiétants, qui voient le péril chez les gens qui viennent au-delà des frontières. Voilà. Je pense que ma dernière question pour clôturer, en fait, la partie historique et la partie de ce côté-là, c'est parce qu'on a parlé d'histoire, on a parlé de mémoire. Comment accueillir en 2025? Comment dépasser certaines limites pour bâtir une culture durable de paix? Comment accueillir, comment dépasser les certaines limites pour bâtir une culture durable de paix? Qui se lance? Je peux tenter une réponse. Je crois que c'est très important que dans l'utilisation de la mémoire pour s'auto-identifier soi-même, parce que chaque personne, chacun d'entre nous a une histoire personnelle, familiale, etc. Et quand on construit cette identité personnelle, elle est constituée elle-même de sous-branches, de sous-dimensions identitaires, et chacune d'entre elles nous permet de communiquer avec différents groupes de personnes. Parce qu'une identité partagée, c'est automatique. On la reconnaît, ça nous permet de connecter. La question, c'est comment on connecte avec des gens qui, en surface, ne partagent pas nos identités. Okay? Et là, c'est la question justement principale au niveau de l'accueil. C'est qu'il faut créer des espaces qui puissent justement être des espaces de confiance où on peut apprendre à découvrir justement les histoires identitaires des uns et des autres. Et entre autres, si ces histoires sont bien animées au niveau de principes dialogiques, ça permet possiblement, et là je reviens sur votre notion de dissonance, quand vous avez mentionné que parfois, dans la façon dont on gère nos identités internes à nous, il y a de la dissonance, parce qu'on se rend compte que l'identité, ce n'est pas juste ce que moi je choisis de dire sur qui je suis, c'est également comment les autres me perçoivent. Et donc, il y a une interaction de pouvoir entre ce que moi je décide pour moi-même sur qui je suis, et la façon dont les gens m'interprètent et me jugent, souvent négativement, malheureusement, ou me montrent sur un piédestal parce qu'on fait partie d'une communauté exemplaire. Le stéréotype peut aller dans le négatif ou dans le positif. La plupart du temps, c'est plutôt négatif, mais avec quelques exceptions. Mais lorsqu'il y a dissonance à l'interne, et il y a des milliers de jeunes qui proviennent de familles dont, justement, le parcours migratoire est plus récent, qui vivent cette dissonance. Parce que d'un côté, il y a les pressions pour être acculturé au Québec normatif majoritaire, et d'un autre côté, il y a le message familial qui dit « Oui, mais attends, là, il faut continuer à transmettre les valeurs de là-bas,
d'où tu viens. Et là, ils sont pognés entre deux réalités souvent qui ne sont pas faciles à gérer. Et cette dissonance, à un moment donné, il faut créer des espaces, entre autres en milieu éducatif, mais dans n'importe quel milieu communautaire. Il faut créer des espaces où on apprécie le travail que chaque individu, surtout les jeunes, mais le travail continue jusqu'à la mort, j'imagine, ce travail d'essayer de régler ou enfin d'équilibrer les tensions entre différentes identités qui existent en nous, en partie parce que les messages qui nous viennent d'autrui, ils sont parfois dévastateurs. Et on a des mécanismes parfois d'évitement où on essaie de simplement faire d'autres choses, puis on oublie, on essaie de tomber dans l'indifférence par rapport à ça, justement comme moyen de survie. Mais ça ne règle rien. Et donc, à un moment donné, il faut développer cette capacité de pouvoir justement exprimer les ambiguïtés, les doutes que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes dans la gestion de cette dissonance qui souvent existe. Et ce n'est pas juste la réalité de personnes ayant un passé migratoire X ou Y depuis récent ou depuis plus longtemps, mais de tout être humain, à mon avis. Cette tension de gestion des identités est importante et elle est absolument cruciale parce que les processus d'accueil, pour revenir à la question initiale, c'est qu'ils doivent passer par ces espaces d'écoute. L'écoute qui fait qu'on se sent bienvenu, qu'on se sent accueilli et qu'on se sent respecté et que les gens qui nous écoutent sont curieux d'apprendre sur nous, même si nos réponses ne sont pas toujours aussi claires et cohérentes que l'on aimerait leur donner, mais parce que ça fait partie justement des complexités de chaque personne. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Il est vrai que là, c'est une étude, c'est un cas précis en ce qui me concerne. Donc, je suis prof au département d'histoire à l'Université du Québec à Montréal. Et j'ai eu l'honneur, j'ai eu le plaisir de travailler avec des profs et puis aussi avec le ministère de l'Enseignement au Québec pour créer un nouveau cours au Cégep. Et ce cours était censé remplacer le cours Histoire de la civilisation occidentale qui est donné au niveau du Cégep. Et puis, évidemment, ça a créé des remous que vous pouvez imaginer parce qu'il y a l'idée qui existe que, bon, bah voilà, le Québec est issu de l'immigration qui vient de l'Europe, etc. Et il est vrai que là, j'ai créé également à l'Université du Québec à Montréal, au département, avec le département, deux cours en histoire globale. Donc, et ce nouveau cours qui a été créé au Cégep, c'est l'histoire du monde depuis le 15e siècle qui a remplacé donc le cours Histoire de la civilisation occidentale. Mais justement, le but du cours, c'est pas de nier l'importance de la civilisation occidentale, l'importance de l'Europe, mais c'est juste le Québec a changé, comme le monde a changé, comme tout le monde a changé, mais pour situer le Québec dans le monde et aussi reconnaître le fait que on a justement des étudiants maintenant qui sont venus des horizons différents et le passé doit changer. Mais ce qui est intéressant, et moi je découvre des choses, c'est donc je travaille sur l'Asie du Sud-Est, mais les deux cours que j'apprécie le plus, c'est ces deux cours d'histoire globale, parce qu'on commence en Afrique. Et puis, on part de l'Afrique, on traverse le monde jusqu'au 15e siècle. Et on découvre que nous nous rassemblons énormément, qu'on a des choses en commun. Et je pense que c'est, je ne sais pas comment dire, mais je rebondis sur ce que vous dites, c'est qu'on découvre ensemble ces espaces où on découvre ensemble notre humanité, nos choses en commun. Et donc, c'est un cas précis, comme je disais au début, j'apporte mon petit grain, mais c'est avec des gens au Cégep, au ministère. Donc, c'est le ministère aussi qui avait approuvé cette réforme. Il y avait beaucoup de résistance, mais un peu, j'ai dû insister, comme j'avais déjà créé mes cours en histoire globale, en disant qu'il ne faut pas le voir comme une attaque à l'histoire occidentale, mais c'est juste qu'il y a des civilisations différentes, il y a des cultures différentes, et c'est une bonne chose d'aborder cela, et aussi de reconnaître qu'on a des gens, des horizons qui sont dans nos écoles, et c'est assez
c'était l'autre jour, c'est assez beau. Quelqu'un dans mon cours a dit que waouh, ça ressemble. Ce qui se passe en Rome, eh ben, c'est la même chose qui se passe en Chine. Et je pense que c'est des espaces. Donc je reviens, je pense qu'on doit créer des choses concrètes. Je ne fais pas tout seul. Je ne veux pas que vous croyez, c'est juste que je vous donne un exemple. Mais ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il y a des espaces. Alors, je vais y répondre de mon point de vue de deux manières. Je pense qu'il faut distinguer l'accueil au niveau politique, au niveau de l'État et de la volonté politique d'accueillir des gens, et bien surtout le travail d'accueil citoyen qui doit être fait au niveau des communautés, des collectivités, des individus. Mais le Canada est mieux outillé que d'autres États pour faire dialoguer ces différents niveaux, en fin de compte, grâce au parrainage privé. Et en 1979, il y a la volonté du gouvernement d'accueillir plein de monde, mais qui le fait, ce sont des églises et des organismes laïques, et ils vont d'ailleurs se rassembler en 1970 et 80 et dire au gouvernement canadien qu'il est complètement irresponsable. Il se repose presque que sur le parrainage privé, et ils vont même demander à Ottawa d'être consultés pour définir les quotas des années suivantes. Donc c'est pour dire à quel point il existe des leviers, et c'est pas juste du lobbying sur tous les partis, c'est un vrai levier, ce parrainage privé, parce que le Canada vit sur cette très longue tradition de se reposer sur les autres pour fournir les services qu'il est censé fournir lui-même. Maintenant, une autre manière d'y répondre, et c'est en fait très personnel, je vis au Manitoba, où l'immigration, la question de l'immigration se pose de manière très, très différente, surtout dans une situation de francophonie en milieu minoritaire. Là, il y a une vraie volonté politique d'accueillir plus de francophones, mais aussi dans la communauté. Et qu'est-ce que je constate de mes collègues à l'université, de mes voisins et des amis de mes enfants, c'est que l'on s'enrichit. On a vraiment tout simplement besoin les uns des autres. Bah, écoutez, deux choses très rapidement. La première, c'est que un des moments de vie qui m'a beaucoup marqué, c'est quand j'avais assez jeune, voilà, entendu parler de l'Holocauste. J'avais 9 ans. Et je pense que voilà, par la suite, j'ai fréquenté beaucoup la communauté rwandaise de Montréal. Et j'ai beaucoup appris, justement, par l'histoire de ce qui s'était passé en 1994, le génocide. Et donc, je pense que... Et puis, ensuite, il y a eu le projet Histoire de vie, où là, c'est nous qui allions dans les écoles. Et puis, on parlait justement de qu'est-ce que c'était être un réfugié. Et puis, on amenait ça de manière très, voilà, anti-misérabiliste au possible, mais plutôt dans la préservation de la mémoire. Et à chaque fois, ce qui me fascinait, c'était de voir qu'il y avait toujours 2 personnes dans la classe dont le regard allait littéralement s'allumer. Et une fois, il y a une personne qui a dit, apparemment pour la première fois dans sa classe, que ses parents avaient été réfugiés, qu'elle était enfant de réfugiés, et que c'était quelque chose qu'elle avait l'habitude de taire. Donc quand je parle de mémoire commune, c'est aussi ça, c'est-à-dire quelque chose qui devrait justement être enseigné dans les écoles, peut-être même l'école primaire, si vous voulez mon avis, et avoir des personnes qui ont cette expérience vécue, qui viennent aussi en parler. Je pense que c'est à partir de là qu'on arrive à une expérience ou une mémoire commune. Et puis, je voulais aussi terminer, si tu m'en donnes l'autorisation, avec une citation d'Édouard Glissant à propos de la relation et la rencontre avec l'autre, qui dit « Chacun de nous a besoin de la mémoire de l'autre parce qu'il n'y a pas d'une vertu de compassion, de charité, mais d'une lucidité nouvelle dans un processus de relation. Et si nous voulons partager la beauté du monde, si nous voulons être solidaires de ses souffrances, alors nous devons apprendre à nous souvenir ensemble. » Voilà. Merci beaucoup. Le temps nous presse, donc on doit terminer là, mais nos panélistes vont rester encore un peu de temps avec nous, donc si vous voulez leur poser la question après. Merci beaucoup à tous les panélistes.